Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans le cadre de votre émission Escale méditerranéenne. Une émission qui sera consacrée à la faveur d'une halte soufie, mystique pour plus de précision, à une ville emblématique, à une ville qui fut une capitale et non des moindres, puisqu'il s'agit de Cherchell, une ville cependant méconnue, délaissée, lorsqu'elle n'est pas méprisée. Les raisons sont nombreuses et elles sont intimement liées justement à l'histoire de cette ville, à l'histoire riche de cette ville qui fut une grande capitale dont les territoires s'étendaient jusqu'à l'Atlantique. Bien sûr, il sera question d'histoire, de préhistoire, parce que peut-être que la raison d'un tel mépris est liée au fait que les Algériens n'arrivent pas à prendre en charge leur identité passée, leur passé chrétien pour plus de précision, un passé qui est représenté à l'heure qu'il est par de nombreuses créations de l'époque, par de nombreuses statues, des statues qui ne sont pas du tout appréciées à partir du moment où l'école ne joue pas son jeu, à partir du moment où l'école n'apprend pas à nos enfants que ces statues, que ces créations de l'époque romaine sont des créations nationales, sont des créations qui ont contribué à la construction de l'identité nationale. Il sera question aussi de la période médiévale, puisque Cherchell a reçu donc des centaines d'Andalous qui sont venus donc s'installer ici avec leur savoir, avec leur manière, avec leur savoir-vivre, de la même manière qu'il sera question, bien sûr, des traditions, mais surtout de ce fer de lance de cette cité, à savoir Rseba, la Casbah, si vous préférez, de Cherchell, qui se meurt et qui se trouve dans une situation des plus dégradantes. Alors, pour parler justement de Cherchell, nul n'est mieux placé que, par exemple, un de ses meilleurs enfants, Kamel Bouchama, pour ne pas le citer. Il est auteur, il a occupé de nombreuses fonctions officielles. Nous avons avec nous, bien sûr, un archéologue du cru, c'est Abdelkader Ben Salah, comme notre ami Abdelrahman Khalifa, archéologue lui aussi, auteur, une sorte d'empêcheur de tourner en rond, puisque à chaque fois, il nous vient avec un ouvrage consacré à des villes oubliées, à des villes délaissées. Mais il y a aussi avec nous un enfant de Cherchell qui est conseiller au ministère du Tourisme. Et il serait intéressant de voir avec Saïd Boukhlifa comment le tourisme culturel ne semble pas prendre ses marques dans un pays qui a tant besoin de se réconcilier avec son identité. Mais avant de passer au premier reportage, je nous propose quelques fragments de la musique classique algérienne qui seront exécutés par l'ensemble Al-Qaysariya de Cherchell. يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله واترك جميع الأقوال وصغاري ما قالوا يأتي الفرج في الآن والعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله أصبر على
حال حتى يفرج الله. Après avoir donc rendu hommage à Al-Qusayriya, nous allons découvrir ce passé prestigieux de cette ville, ses richesses en matière de statues, de poterie, en matière de restitution, de mosaïques surtout. Il y a les plus belles mosaïques du monde qui sont ici à Cherchell. Donc nous allons découvrir tout cela à la faveur de ce reportage que nous vous proposons tout de suite. Il est une ville qui ne laisse point indifférent, tant par sa position stratégique que par les vestiges qui s'y trouvent. Des vestiges particulièrement somptueux quand ils ne nous renseignent pas sur un passé qui est devenu, par la force des choses, lourd de sens. Longtemps considérée par de nombreux auteurs comme étant l'une des plus importantes cités du littoral occidental de l'Afrique du Nord, Cherchell doit sa marginalisation à ses réminiscences antiques, à son statut d'ancienne capitale du royaume Juba II. Le lancinant malentendu engendré par un tel statut ne pourrait être perçu que si l'on prenait en considération la position du citoyen algérien vis-à-vis de toute forme de représentation, à commencer par les antiquités. Des antiquités considérées comme doublement étrangères, à plus forte raison lorsque leurs détracteurs mettent en avant le fait que celles-ci furent inventées, étudiées, inventoriées et exposées avec un intérêt prédominant pour les vestiges romains, tant leur reconnaissance et leur conservation permettaient de justifier la présence française qui considérait ce nouveau territoire par référence aux Romains comme étant la terre de leurs ancêtres. Depuis l'indépendance nationale, rien ne semble ébranler dans leur certitude de nombreux Algériens qui ne se reconnaissent nullement dans des antiquités évoquant phéniciens, romains et byzantins. En d'autres termes, l'histoire vraie de l'humanité commencerait, pour les faux dévots, avec la révélation du Coran, alors que celle qui précède appartiendrait au temps de la falsification et de l'idolâtrie. Cherchell doit donc sa marginalisation à une interprétation dogmatique d'une religion connue pourtant pour sa tolérance et la réappropriation plurielle des créations antérieures à l'islam. Fondée au IVe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens sous le nom de Yol ou Jol, cette ville était conçue sous le règne de Juba II selon les principes de l'urbanisme hellénistico-romain. Ces statues de type hellénistique d'une qualité exceptionnelle et les mosaïques de ces maisons, de ces temples et de ces monuments témoignent encore de nos jours du faste dans lequel évoluait la société dominante. D'abord intégré au royaume de Numidie, rapportent certaines sources, Yol passa sous le contrôle de la Mauritanie après la chute de Jugurtha en 105 avant notre ère. La ville fut refondée en 25 avant Jésus-Christ par Juba II sous le nom de Césarée de Mauritanie, Qusayriya Mauritaniyae. À partir de 40 après Jésus-Christ, elle fut la capitale de la province romaine de Mauritanie césarienne qui s'étend jusqu'à l'océan Atlantique. Acquis à l'Empire romain dont il fut un des inconditionnels serviteurs, Juba II sera secondé dans ses nombreuses tâches par sa compagne, Cléopâtre Sélénée, fille de la reine d'Égypte et d'Antoine. Pour autant, cette allégeance appuyée n'a pas été sans provoquer l'ire des autochtones, des faits de résistance constante. Meurtri par les guerres, y compris durant l'occupation byzantine, Césarée connaîtra une importante saignée en matière d'édifices et de sculptures, les affres de la destruction. Nous revoilà donc à Cherchell. Alors, nous avons avec nous ce soir des invités de marque. Khalifa Abdelrahman, qui est archéologue, auteur de plusieurs ouvrages sur les villes emblématiques de ce pays. Un ouvrage va paraître bientôt. Il est dédié à la capitale des Hammadites, Béjaïa. Avec nous ce soir, c'est Saïd Boukhlifa, un conseiller du ministère du Tourisme, qui va certainement nous parler de ses préoccupations, donc en tant que fonctionnaire, mais aussi en tant que citoyen de la ville de Cherchell. Avec nous aussi, bien sûr, Kamal Bouchama. De la même manière que nous avons avec nous ce soir, c'est Abdelkader Ben Salah, archéologue, lui aussi, qui a à cœur justement la restitution de ce passé antique
Alors, si vous le permettez, nous allons écouter notre ami Abdelrahman Khalifa. Vous êtes venu pour la première fois à Cherchell pour y effectuer des fouilles. Qu'avez-vous appris? Est-ce que vous confirmez que tout ce qui a été découvert à ce jour a contribué d'une manière efficiente à la construction de la personnalité nationale? Merci Hakim. D'abord, vous avez choisi symboliquement une bibliothèque pour parler de Cherchell. Et je me pose la question, entre la bibliothèque de Juba II, qui a régné de moins 25 à plus 23, c'est-à-dire près de 40 ans, dont on sait que ce roi... Avant l'ère chrétienne. Moins 25 avant l'ère chrétienne, voilà. Plus 23 de l'ère chrétienne. Très bien. Donc, on sait qu'il avait une très grande bibliothèque. Et je voudrais comparer, si je crois que la bibliothécaire est quelque part par ici, je voudrais comparer le nombre de livres qui existent en 2013 par rapport au nombre de livres qui existaient en l'an 0. Il faut savoir que est né à Cherchell le Libica, c'est-à-dire les Libica qui étaient la somme des connaissances de l'époque sur l'ensemble du bassin méditerranéen, parce que Juba II n'était pas simplement le roi de la Maurétanie césarienne, puisque, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il avait 2 capitales, il en avait une à Volubilis et il en avait une ici. Je voudrais donc, et vous savez que Juba II a été un roi qui a envoyé une expédition pour reconnaître les sources du Nil. C'est vous dire combien Cherchell est lié à la connaissance, est lié au savoir dans l'Antiquité. Et Juba II a été un roi savant. On pourrait parler disons, de sa découverte de l'euphorbe, et vous savez que c'est grâce à lui qu'on a utilisé, si vous voulez, l'eau froide dans les bains chauds, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Et comment il a marqué son temps? Il a marqué son temps parce que ça a été un roi bâtisseur. Et vous savez que Caesarea ou Césarée, Iole au départ, puisque c'est une ville qui remonte très loin, si vous voulez qu'on remonte à la préhistoire, vous savez que Cherchell avait une surface de 370 hectares. C'est-à-dire, imaginez la ville de Timgad, pour ceux qui connaissent Timgad, c'est-à-dire 3 fois et demi la surface de Timgad, dont on dit qu'elle est la Pompéi de l'Afrique. Donc imaginez cette ville et vous pouvez vous rendre compte de la grandeur de ces monuments en regardant les colonnes que l'on trouve ici au musée ou quelque part sur la place des Bellombras. Place des Bellombras qui est aussi, si vous voulez, un endroit historique dans la mesure où on pense que c'est là que Augustin de Tagaste a rencontré en 418 l'évêque éméritus. Donc, si vous voulez, du point de vue de la population, comme j'ai souvent à le dire, l'Algérie n'est pas un bien vacant. L'Algérie a une histoire qui remonte à plus de 2 millions d'années. Et sur la côte, sur le littoral, depuis Ain Tagoureit, ex-Bérar, jusqu'à Hajarat al-Nas, vous avez des sites préhistoriques. On n'en a pas trouvé sur Cherchell parce que Cherchell a très tôt été habité et habité en permanence. Donc on a des stratifications qui remontent très haut dans le passé. Donc, Ain Tagoureit, 300 000 ans. C'est-à-dire que l'homme
existait là depuis le Paléolithique. Et il a continué d'exister, puisque sur les grottes du Chénois, la grotte de Racel et la grotte Roland, on a trouvé des vestiges, comme à Gouraya, Gunugu, on a trouvé donc des vestiges qui remontent à la plus haute, donc au néolithique, au paléolithique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour beaucoup d'historiens, on a lié, si vous voulez, l'existence de Cherchell, Yol, à la venue des Phéniciens. Non. Il y avait là des populations autochtones. Et ça, il faut le répéter. Et ces populations autochtones ont commercé avec les Carthaginois qui faisaient du cabotage jusque dans la péninsule ibérique. Et évidemment, ils ont créé une civilisation, puisque les gens, disons, du littoral étaient ouverts à la Méditerranée. Et dans l'Antiquité, on parlait berbère, on parlait grec, ici à Cherchell, on parlait latin. C'est-à-dire que les gens étaient polyglottes, les gens étaient ouverts, les gens étaient cultivés. Et de ce point de vue-là, il faut mettre l'accent sur cela, c'est-à-dire un roi qui donc règne sur un empire où, si vous voulez, il n'y avait pas, il n'y avait pas les moyens de locomotion, mais cela montrait tout de même une certaine aisance, puisque nous avons ici au musée de Cherchell la mosaïque, ce que l'on appelle la mosaïque des vendanges, qui montre la richesse de l'arrière-pays de Cherchell, qui exportait et l'huile, et le vin, et le blé. Et donc, la mosaïque donc des vins, des vendanges, est l'une des rares qui montre ces travaux champestres. Donc, c'est vous dire un peu cette situation de Cherchell dans l'Antiquité. Hein? Bien sûr, elle a connu des guerres. On sait que Tacfarinas a été combattu par Juba. On sait que Firmus est entré dans Caesarea et qu'il a démoli, qu'il a incendié la ville. Mais on sait aussi que la ville a été aussi une garnison de milices byzantines, donc d'une base navale byzantine, ici à Cherchell, qui montre que la ville a été de tout temps occupée. Et pour ceux qui connaissent Cherchell, c'est toute cette partie basse qui est, si vous voulez, autour du port et qui monte jusque vers le théâtre, c'est-à-dire les premiers contreforts des montagnes, et on pense que la ville a connu sa pleine extension avec Juba, et ce Juba a été aussi un grand bâtisseur, puisqu'il a construit un aqueduc qui vient depuis Mnassar, c'est-à-dire près de 40 kilomètres. Vous pouvez imaginer 40 kilomètres pour amener l'eau dans la ville de Caesarea, Cherchell. Merci. Oui. On peut ajouter... Je voudrais... Oui, d'accord. Oui. Non, je peux ajouter, après ce brillant exposé de mon ami C. Abdrahman, bien sûr, il a abordé ça sur le plan historique. Il y a aussi, j'abonde dans son sens, il y a aussi cette fameuse université, la première université au monde, il faut que les gens le sachent, qui a été créée par Juba II. Aujourd'hui, parce que nous, les Algériens, nous n'avons rien fait dans ce cadre-là, nous n'avons pas fait évoluer notre histoire, ni même on n'a pas fait si vous voulez, de recherche pour essayer de montrer à notre peuple que nous avons été très forts dans ce cadre-là. On a laissé les autres travailler à notre place et on a dit que la première université au monde a été faite par Théodose II à Constantinople en 425, ce qui est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Juba II
a fait la première université au monde. Et je tiens cela de l'Iliade qui a été faite par notre fameux poète Moufdi Zakaria. Juba II, on lui a érigé une statue à Athènes, une grande statue à Athènes. Ici, il avait une petite venelle, même pas une rue, parce que le colonialisme, dans le temps, n'ont pas pensé utile de donner ni à Juba II, ni à Ptolémée son fils, ni à Macrin, l'empereur de Rome, des rues importantes. En d'autres termes, et je crois que c'est Abdelkader Ben Salah a beaucoup travaillé sur cet aspect du problème. Peut-il nous dire si cette science, parce que c'est une véritable science, qu'on le veuille ou non, est à même de nous permettre de nous réconcilier avec nous-mêmes? Oui, effectivement, mais si vous permettez, j'aurais voulu apporter un peu d'eau au moulin de mon grand frère, c'est Kamal, et de mon autre grand frère aussi. En parlant de mémoire de l'histoire et en parlant de ces grands hommes qui étaient Macrin, Ptolémée ou Juba, Monsieur Bouchama vient de dire que les Français ont quand même attribué quelques ruelles à ces grandes personnalités. Quelques petites ruelles. Petites ruelles. Et moi, je vais vous dire encore une chose plus grave et plus importante. C'est qu'en 1962, après l'indépendance, nous avons effacé ces noms de ces rues. Donc, si Ptolémée a été tué en 40 ou 39-40 à Lyon, donnant par Caligula, nous l'avons retué 2 fois. C'est unique dans les annales que quelqu'un meurt 2 fois. Et ben, nous, on a pu le tuer. Bon, l'un est physiquement, deuxième, on va dire, voilà, culturellement, la mémoire, une mort mémorable. Donc, il a été tué par le fait qu'un ignare venu disant qu'est-ce que c'est que ce Ptolémée. C'est un général français. Agla. Agla, d'ailleurs, un autre nom à la place. Macrin, comme disait M. Bouchama, aussi a été effacé. Juba également. C'est-à-dire, si les Français ont quand même nommé quelques lieux, nous les avons effacés. C'est-à-dire, c'est à nous maintenant. Et c'est une façon de tuer cela. C'est aussi une façon, nous les archéologues, puisque votre question était que peut faire l'archéologie. Bien sûr, mon grand frère et mon maître, Khalifa, aurait pu aussi répondre à ça. Je crois que vous avez bien dit, le gardien du temple, effectivement, nous sommes un peu les gardiens du temple, les gardiens de la mémoire, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que là, on est en train de donner des coups d'épée dans l'eau, peut-être. Nous sommes maintenant retraités tous les deux et on se demande si on fait un retour en arrière, qu'est-ce qu'on a pu faire en voile. Il y a d'autres qui vont vous suivre. On va dire un échec quelque part, hein, qu'on le veuille ou pas, c'est pas de notre faute peut-être. C'est pas faute de ne pas avoir essayé de faire quelque chose pour faire sortir cette ville ou cette identité commune de l'anonymat. Donc l'archéologie, elle va servir à faire ça, à retrouver un peu notre identité que nous avons ou que nous sommes en train de perdre. Contrairement à ce que certains voudraient que l'archéologie soit utilisée ou un support pour le tourisme. Bien sûr, ça c'est un plus, bien sûr. Mais d'abord notre mémoire. Parce que si on avait une mémoire, si on avait des connaissances nécessaires, on n'aurait pas effacé Ptolémée, on n'aurait pas effacé Juba ni Macrin. Macrin, comme disait M. Bouchama, qui était empereur. Donc il a régné sur le monde entier. C'est pas seulement comme Juba, mais empereur. 165 de Jésus-Christ. Voilà. Et il n'a pas régné longtemps, mais il a régné sur le monde entier. Il est cherché loin. Personne ne le connaît, ce Macrinus. Donc aujourd'hui, même pas une rue ne porte, à Cherchel même. Juba, à Hydrakaïn, le nom Juba, mais pas à Cherchel, sa ville natale, ni Ptolémée. Donc l'archéologue il a le devoir de faire ressusciter, de remettre les choses sur les rails pour que notre génération, les générations futures, puissent être à l'aise avec leur histoire. Abdelkader, pardon. Oui, pardon. Abdelkader, on a effacé des noms de rues, mais ce qui est plus grave, et là je reviens à la qualité des cherchélois dans l'Antiquité. Oui. Dans l'Antiquité, il y avait un stade, près de l'îlot Tiziri. Il y avait un amphithéâtre. Un cirque. Il y avait un théâtre. Et il y avait un cirque.
dans aucune ville d'Algérie, tu as ces 4 infrastructures pour les loisirs. Oui. Seul Cherchel, Kaysarea, Yol, possédait ces 4 infrastructures de loisirs. Que reste-t-il? Mon ami Hakim me parlait donc de 66, quand j'étais venu dans la région de Qaïd Youssef, que j'ai vu il y a 3 ou 4 mois en passant par là. Ce sont des maisons, ce sont des maisons qui ont effacé totalement, alors là, qui ont effacé notre carte d'identité. Oui. Eh bien, je me rappelle à l'époque, il y avait un cimetière, et à l'époque, on enterrait, je me rappelle, ici à Cherchel, avec des stèles en bois sculptées. D'ailleurs, que l'on ne retrouve plus, qu'on retrouve dans l'arrière-pays à Sidi Semienne, donc dans l'arrière-pays de Mnassar ou autre. Donc, on pouvait voir les traces du cirque. Oui. Ça n'existe plus. Oui. Le stade, pareillement. Il n'existe plus, le stade. Voilà. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Cherchel recèle encore des vestiges, recèle encore des parties de notre identité, de notre mémoire. Il faut faire attention et il faut renforcer, je ne sais pas maintenant quel est le poids de la circonscription archéologique de Cherchel pour qu'ils soient véritablement, comme tu l'as dit tout à l'heure, les gardiens du temple. Parce que voilà, ce ne sont pas, il ne faut pas croire que ce sont de simples pierres. Cherchel était en relation avec l'Égypte. Et on voit encore au musée, donc dans l'ancien musée, on voit encore des objets qui sont sûrement venus avec Cléopâtre Sélénée. Oui. Donc cela veut dire qu'il y avait des courants commerciaux et des échanges culturels avec l'Égypte. Oui, mais Cherchel était au contact avec la Grèce, puisqu'on a trouvé de la céramique, de la sigillée, de la campanienne, etc., de l'Attique, etc. Oui. Donc cela veut dire qu'elle était ouverte au monde méditerranéen. Oui. Et ce n'était pas un hasard si on avait eu un Prussien comme un grand grammairien. Oui. Hein, donc il n'est pas né ici par hasard. C'est parce que, comme disait tout à l'heure Sikamel, il y avait ici une culture, un savoir qui était porté au nu. Et ajouter à cela le beau, regardez les pièces qu'il y a au musée, qui sont des statues, disons, d'une beauté extraordinaire. Les écoles de Praxitèle, de Phidias, de Scopas. Alors, un peu de mots, s'il vous plaît, pour terminer cette partie qui est réservée donc à la préhistoire et à l'histoire de la ville de Cherchel. Il serait intéressant de connaître vos sentiments sur la manière dont il faut procéder pour faire voler en éclats cette mémoire ankylosée qui semble plomber tout un peuple, qui n'arrive pas donc à se ressaisir parce qu'on lui a toujours enseigné que c'est celui qui est venu de l'extérieur qui lui a apporté des choses, zappant par la même occasion ses capacités créatives, alors que ce peuple a tant créé. Kamal Bouchama. Écoutez, tout à l'heure, j'avais ça mordait la langue. Je voulais intervenir pendant que Abdelrahman parlait de... Quand vous avez posé la question en disant, sur le plan archéologique, que doit-on faire? Moi, je vous retourne la question. Enfin, je ne vous retourne pas la question, je vous réponds. Il faudrait peut-être faire beaucoup plus sur le plan politique. Il faudrait qu'il y ait une décision politique, une volonté politique dans ce pays. Pourquoi? Tout à l'heure, je parlais, et puis, bon, la parole a été donnée à Abdelkader, mon ami. Je voulais justement continuer sur le fait que les trois, Ptolémée, Juba et Macrin, on a donné des petites venelles pendant les Français, le colonialisme, parce que pour eux, c'était des bicots.
Ah, un peu dans le sens de 1830 quand ils sont rentrés. Donc c'était des Bikos, des indigènes, donc des Berbères. Et puis nous les avons assassinés. Abdelkader, c'est écrit dans mon livre, et tu le sais. Je pense que effectivement, ce que disait M. Bouchama, il y a une décision, il y a une volonté politique. Effectivement, il y a une volonté politique, mais existe-t-elle cette volonté politique? Ou si elle existe, est-ce qu'elle est dans le bon chemin? Non, il faut il me semble, oui. Oui, mais qu'elle soit justement dans le bon chemin. Moi, je crois qu'il y a une décision politique. Il y a une volonté politique. Mais une volonté de saucissonner notre histoire et de prendre que les partis qui intéressent tel ou tel autre pouvoir. Il me semble que cette volonté de saucissonner ou de compartimenter l'histoire, elle existe. Et c'est, il me semble que l'histoire de Cherchel comme antiquité, comme origine, vraiment la vraie origine, parce qu'on voudrait même nous dévier de nos origines. Ne pensez-vous pas que le sort, et je l'avais dit dès le début, qui est réservé à Cherchel, a été occasionné par une mauvaise connaissance de la religion? Parce qu'en fait, si on ne prépare pas nos enfants à aller à la découverte de leur passé, parce que ce passé serait chrétien, parce que ce passé serait de l'autre, comment voudriez-vous favoriser cette réappropriation de l'histoire? Alors, je nous invite à suivre le deuxième VTR qui va être consacré à la période médiévale de cette ville. Malgré des siècles de décadence, Cherchel est parvenu à assurer l'essentiel. Ses habitants ont perpétué leur mode de vie et leur organisation. Avec l'avènement des Arabes, cette ville retrouvera sa ferveur pour la création plurielle, rassurée qu'elle devait être par le message de paix apporté par les nouveaux maîtres des séances. De la vie même de l'écrivain espagnol Blasco Ibáñez, la conquête musulmane n'était pas une invasion imposée par les armes. Elle donnait plutôt l'impression d'un jaillissement d'une société nouvelle dont les vigoureuses racines poussaient de tous côtés. Galvanisés par la considération dont ils faisaient l'objet de la part des nouveaux dirigeants, les autochtones allaient s'impliquer d'une manière déterminante pour permettre à l'antique cité de retrouver son lustre d'antan. C'est ainsi que la population de Césarée sera invitée par Tariq ibn Ziyad à apporter sa pleine contribution à la conquête de l'Andalousie. Les dynasties arabo-berbères redoublaient d'intelligence pour établir la confiance au sein d'une cité qui ne demandait qu'à retrouver ses repères pour mieux faire reculer la fatalité. La préservation du patrimoine historique, signe s'il en est de la splendeur et du rang occupé par Césarée durant l'Antiquité, fut l'une des priorités de la dynastie des Ziyanides, portée qu'elle était sur le développement des arts et des sciences. L'illumination soudaine, chère à Sidi Abdelkader al-Jilani, connaîtra un essor considérable. C'est sous le règne ziyanide, en effet, que l'islam maghrébin évoluera d'une manière décisive, ce qui eut pour effet de favoriser pleinement l'installation de 1200 familles andalouses à Cherchel. Ce qui explique l'intérêt porté par les familles de cette cité à l'architecture arabo-andalouse. Ain al-Qseba et la mosquée aux 100 colonnes en sont les plus belles représentations. La musique classique algérienne dite andalouse n'est pas du reste, portée qu'elle est par 3 attachantes associations et un grand ténor en la personne de Smaïl Hakem, qui n'est pas sans nous rappeler le grand chantre bidéen d'Ahmed Ben Achour. Après l'assassinat de Selim Toumi par les frères Barberousse et la prise du pouvoir par la force du royaume d'Alger, Cherchel connaîtra par la suite la domination ottomane. Une domination qui n'aura pas raison de la vie spirituelle telle qu'héritée de la période des Ziyanides. Plusieurs saints seront adoptés, parmi lesquels il est aisé de citer Sidi Ibrahim Robreni, le patron de la ville. Le soufisme sera, dans la région comme tant d'autres, le fer de lance de la résistance à l'occupation de Cherchel, intervenue 10 ans après la prise d'Alger. Nous revoilà donc après ce reportage consacré à la période médiévale cherchelloise, une période qui a été particulièrement marquée par le souci de tolérance, de générosité, puisque le peuple cherchellois
a été à la rencontre de tous ces Andalous qui ont été chassés d'Espagne et qui ont choisi d'élire domicile. Ce n'est pas sans raison si Kamel Bouchama est avec nous ce soir, puisque la clé de la maison de ses ancêtres en Andalousie, il l'avait touchée il n'y a pas si longtemps, avant qu'elle ne disparaisse, une clé que lui a montré son propre père, Grand-père. Et son grand-père, et une clé qui lui a ouvert la porte de l'écriture, puisque grâce à un roman, il a essayé donc de restituer ce passé. Le roman, son titre, c'est La clé d'Izernis, donc un ouvrage bâti sur des mémoires anachroniques de l'Andalousie perdue. Ce livre, de toutes les manières, est disponible sur le marché, mais avant qu'il nous en parle, il serait intéressant de nous situer quelque part la problématique à l'honneur à l'époque médiévale. Cherchel avait-elle brillé de mille feux comme elle le fit au temps de l'Antiquité? Oui. Kamel Bouchama. Effectivement, incontestablement, pour une ville de culture, elle ne peut que faire dans la continuité, parce que du temps de l'occupation romaine et de ce royaume berbère, parce qu'il faut le dire, elle a brillé de mille couleurs et de mille feux, et pourquoi pas par la suite. Donc quand il y a eu l'islam, quand l'islam est arrivé chez nous en Algérie, donc il s'est installé, il y avait les premiers contacts avec Cherchel. Les jeunes de Cherchel sont partis en Andalousie en 711 avec Tarq ibn Ziyad, qui a visité la ville combien de fois. La clé des Mbis, elle appartenait à mon grand-père maternel, qui me l'a montré pendant que j'étais très très jeune. Et puis, c'est resté dans ma mémoire. Par la suite, après l'indépendance, j'ai posé la question où pouvait se trouver cette clé. Bien sûr, avec la Révolution, la clé a disparu. Et je me suis dit qu'il fallait remonter l'histoire et écrire cette épopée glorieuse de nos enfants qui sont partis en Andalousie. C'est un roman historique où il n'y a que des vérités d'ailleurs. Les rois sont justes, les dates sont justes, tout est juste. Simplement, j'ai pris quelques noms de Cherchel, les Robrini par exemple, les Digou, les Tcheliot, les je ne sais qui, et ensuite j'ai fait des anagrammes pour que ça passe bien dans le cadre d'un roman. Mais là, comme vous dites, c'est une ville qui a reçu par la suite, après la Reconquista. Hein, donc les gens sont partis, ils sont restés presque 8 siècles. Et quand il fallait revenir, parce ils ont été chassés pratiquement malgré les pactes qui ont été signés entre Isabelle la catholique et les dirigeants qui étaient en ce temps-là. Donc ces pactes ont été trahis comme d'habitude. Et les gens ont été chassés. D'après l'histoire, on dit qu'ils sont 1200 familles. Ils sont 1200 familles qui se sont installées à Cherchel. C'est dire l'importance de cette ville dans ce cadre-là. Et donc, ils sont restés avec leur culture, avec leur savoir. Et c'est de là où Cherchel a pris sa dénomination de Cherchel. Je voulais le dire au début, peut-être que je vais prendre encore une minute. Cherchel, qui s'appelait Yol du temps des Phéniciens, Caesarea du temps des Romains, elle est restée comme ça, Césarée. Les Arabes arrivent, bien avant l'arrivée des Andalous. Hein. Les Arabes arrivent, et puis on a pensé à lui trouver un nom. Sur le plan de l'orgueil, les gens de Cherchel aujourd'hui vous disent c'est une ville qui s'appelle Shenhachen, hein, qui s'appelait Shenhachen. Alors, quel prestige, ou si vous voulez, la ville de grand prestige. Et c'est tout à fait normal de la part des autochtones, parce que là, c'est l'orgueil, c'est l'amour de la ville qui sort. Mais en réalité, ce n'est pas ça l'origine du toponyme. Il y a deux origines plausibles. Abdelmajid Mziane, rahimahullah, il me disait une fois, tu sais, le Cherchel a un nom romain.
Je lui dis, Romain, mais c'est pas possible. Chez nous, j'ai toujours entendu dire que c'était Shanhashan. Il me dit non. C'est la déformation de Caesarea, en latin Caesarea, en bas latin Ciacciare, et donc il y a eu l'altération du mot Ciacciare qui est devenu Cherchel. Bon, ça c'est Abdelmajid Mziane. Par contre, il y a un autre, docteur Mohamed Arizqi Ferred, qui était là, proviseur du lycée Ziania. Et il disait que c'est un nom berbère, purement berbère. Achir veut dire palais et Shell veut dire terre. Ça veut dire les palais qui sont enfuis sous terre. Les palais qui sont enfuis sous terre, c'est-à-dire tous ces décombres après la chute de l'Empire romain. Tous ces vestiges. Ces vestiges, oui, ces vestiges. Donc, Shell. Et en berbère, tu le sais tu le sais mieux que moi, on enlève le A et il y a Shell. Donc, ça a donné Cherchel. Philibert, par contre, dit que c'est un nom purement berbère. Certains gens disent qu'après la chute de l'Empire romain, après la chute de cette grande civilisation, c'est Cherchel. C'est le mal qui est parti. Mais en tout cas, le toponyme le plus plausible est celui de Mohamed Arizqi Ferred, je pense. Je pense Shir Shel, ça veut dire un nom berbère. Merci. Vous savez, on ne donne pas les géographes et historiens arabes comme Ibn Hawqal, 9e siècle, parlent de Cherchel, sans donner la signification. Al-Bikri, qui écrit donc à la moitié du XIe siècle, mais Cherchel, polygraphe andalou, faut-il préciser. Bien sûr. Mais Cherchel en relation avec les ports d'Espagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous m'aviez appelé au téléphone il y a 2 jours, j'étais en train de lire Ibn Khaldoun sur les Irides. Et Ibn Khaldoun dit que Zawi, pour revenir à votre livre, que Zawi, fils de Ziri, donc frère de Boulogne, a dû se sauver parce qu'il y a eu une lutte entre les 9 frères. Et Ibn Khaldoun dit il a fui donc des montagnes du Titri vers la montagne du Chénois dans une ville où il a pris le bateau et il a été auprès d'Al-Mansour qui était à l'époque le régent des émirs omeyyades. Et là, Al-Mansour le gratifie, le met dans ses armées, etc. Et Zawi prend Cordoue avec ses troupes. Il enlève des remparts de Cordoue la tête de son père, Ziri, qui avait été tué par les Zénatas, et il rapatrie la tête ici pour qu'on l'enterre avec le corps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Zawi, qui est venu ici, qui vient donc d'Afrique du Nord, il construit la citadelle de Grenade. Donc les palais que vous voyez, c'était le fief de Zawi et de Habous et Badis, ses petits-enfants qu'il avait laissés parce qu'il est rentré après 20 ans. Et quand vous voyez les lions de la cour de l'Alhambra, de la cour des lions, et vous voyez les lions qui se trouvent à la Qala, ce sont les mêmes. Cela veut dire que à partir de Cherchel, il y a eu un départ sur l'Andalousie et que par la suite, quand il y a eu les histoires de
de moriscos qui viennent ici, qui sont chassés d'Espagne. Ils viennent à partir de 1391, la grande Inquisition, puis 1492. Et même avant, Puis, 1260, oui, ça c'est la chute de Cordoue. Quand il y a eu la chute de Cordoue, de oui. Séville, etc. Mais la grande disons, persécution, ça a été celle de 1391, où il est arrivé à Alger 500 000 personnes qui, après, se sont éparpillées sur l'ensemble de l'Afrique du Nord. Puis après 1509, puis après le dernier l'édit de Valence de 1610, qui a chassé tout musulman d'Espagne. Et alors, s'est constitué à Cherchell une qasaba, parce qu'à l'époque, on avait peur de la Reconquista, puisque Alger avait été prise, Honein, Oran, Béjaïa, etc. Et donc il y avait une qasaba, ce que l'on appelle l'Artsiba, voilà. Alors, il serait intéressant de revenir sur l'Arsiba tout à l'heure dans la troisième partie qui est réservée justement à cette médina et aux traditions de la ville de Cherchell. Et donc, par la suite, Cherchell a été, si vous voulez, un centre de résistance. Ça, c'est donc, si vous voulez, pour montrer un peu l'importance de cette communauté andalouse qui, évidemment, apportait ses techniques pour l'irrigation, etc. Moi, je voudrais savoir dans tout cela, quel pourrait être, justement, c'est Saïd Boukhlifa, l'apport du tourisme dans la réappropriation de cette identité. Pour faire du tourisme et monter un produit touristique, il faut un gîte, un couvert et un monument ou un site à visiter, c'est-à-dire l'hôtel, le restaurant. Cherchell, avant l'indépendance, avait 6 hôtels, dont l'hôtel symbolique, l'image emblématique de Cherchell, c'est l'hôtel Césarée, qui a été complètement fissuré par le tremblement de terre de 1980. Ça fait 33 ans qu'il ne sert plus à accueillir des groupes de touristes. Il y avait 3 ou 4 restaurants de haut niveau dans les années 60-70. Les années 70 que j'ai vécues, il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas un autocar, 2 autocars, des fois 3 autocars pleins à Cherchell. Qui venaient d'Allemagne, qui venaient de Suisse, d'Italie, d'Espagne, de Hollande, de Belgique, etc. 1967, et M. Kamal Bouchama a vécu cette belle année, l'été, Cherchell organisait le premier festival du cinéma méditerranéen. En 1947, le premier charter plein de touristes suisses est arrivé pour Cherchell. Ce groupe de touristes suisses se sont installés à Mer et Soleil. La station balnéaire, elle existait déjà à l'époque. Il y avait d'autres touristes qui venaient pour l'hôtel Césarée. Il y avait un hôtel, un restaurant en bois sur pilotis au niveau de la petite plage qu'on appelait à l'époque la plage de Font-Thomas, pour les Cherchellois qui connaissent très bien, qui possédait une vingtaine de cabines, au rez-de-chaussée une dizaine et au premier étage une dizaine. C'est rare de trouver une plage avec 20 cabines de déshabillage. Il y avait le restaurant La Vague juste à côté, il y avait le restaurant méditerranéen, il y avait l'Oasis et d'autres. Mais La Vague et le Méditerranéen ont servi à restaurer lors du premier festival du cinéma méditerranéen qui s'est déroulé en 1967 et qui avait vu la visite de Costa Gavras, le célèbre réalisateur de Z, de Jacques Perrin. Non, il y avait plus Francis important. Perrin, Jacques Perrin. Il y avait plus important que Costa Gavras. Il y avait Fritz Lang, il y avait Jean Renoir, il y avait Alberto Latouada, il y avait Jan Steinbeck, l'auteur des raisins de la colère. Donc il y avait énormément de cinéastes. Il y avait le grand cinéphile qui est Hakim Zani qui me complète effectivement toute cette pléiade de notoriété internationale et qui font partie de l'histoire du cinéma depuis les Frères Lumière. Effectivement, Cherchell a connu donc de grandes personnalités qui ont séjourné et qui l'ont visité et qui ont été subjuguées
par la beauté, par les richesses des monuments, du site, la place des Belambra, la fontaine romaine qui est aujourd'hui dans une situation de décrépitude totale. Je l'ai vu tout à l'heure, j'étais vraiment estomaqué. Vraiment, c'est l'abandon en tant que monument. Le phare de Cherchel, etc. L'hôtel Césarée qui a vu le passage d'Albert Camus, le prix Nobel de littérature, en 1958, l'épouse Antoine de Saint-Exupéry, le général américain Clark lors de 1942, lors de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Aujourd'hui, il n'y a ni hôtel, ni restaurant pour recevoir des groupes de touristes. Heureusement qu'il nous reste la musique classique algérienne qui va nous permettre de nous retrouver un tant soit avec l'ensemble El Qessaïria de Cherchel. عشاق الزين سعدوا ما في القلب حزين جرحت الخدين بالمدى بعد ما سيانا شعلت نار النبيل في قلبي والهجر توانا أبويا حنيني وطاب قلبي من قولت لا لا أبويا حنيني وطاب قلبي من قولت لا لا بالناس في غرامك يا غصن الياس مذبلة تنعاس عيونها مثل عيون غزالة جميع اللي نقاسين واللي في ولا بدر جهالة أبويا حنيني وطاب قلبي من قولت لا لا أبويا حنيني وطاب قلبي من قولت لا يعطيكم الصحة. Merci Djabir Robreni, merci pour ces entrelacs qui ne font que nous réconcilier avec nous-mêmes, à défaut donc de faire voler en éclats dans l'immédiat cette, comment dirais-je, cette situation à tous les moins anachronique qui semble nous ligoter et nous faire douter de ce que nous entreprenons, de ce que nous pensons réaliser. Sans plus tarder, nous allons voir le dernier reportage pour permettre aux autres invités de ce soir de nous rejoindre pour parler de l'Arciba, justement, de cette Casbah embrassée, mordue, après avoir été séduite et abandonnée. Je voudrais aussi que nos invités nous parlent des traditions
et de tout ce qui peut caractériser la personnalité cherchelloise qu'on ne saurait et qu'on ne pourrait mettre en cage. C'est avec les yeux de Noor Assari que je porte un regard attentif à la situation présente d'une ville qui mérite assurément mieux. Il ne peut en être autrement. Dans son récit, un concert à Cherchel n'est pas sans rappeler à mon bon souvenir Alexandre Najjar, surtout lorsque cet écrivain libanais est arrivé à me faire admettre que la nostalgie est un poison. Je le comprends d'autant mieux au moment où je visite El Arceba. La nostalgie rend, à l'évidence, le présent invivable. Pour de nombreux Cherchellois, ce qui en subsiste est loin de refléter l'amour et la détermination avec lesquels les Andalous, des lendemains de la chute de Grenade, s'étaient investis pour édifier, à la gloire de leurs ancêtres, une magnifique réalisation. Toute de raffinement, la petite Casbah de l'antique Césarée avait su résister à la nuit coloniale avant de céder, bien après l'indépendance, à l'indifférence des clercs et des siens surtout. Mais qu'est-il arrivé à une population particulièrement connue pour son savoir-faire et son amour pour les belles choses et les bonnes causes aussi, si l'on se remémore les combats menés contre la caste coloniale par Mohamed Ben Issa et Malik el-Barkani. Mais qu'est-il donc arrivé à une société civile qui avait bravé tous les interdits en fréquentant parallèlement à l'école communale une médersa où ses enfants avaient le loisir d'étudier l'histoire glorieuse des ancêtres et la géographie, deux matières vouées aux génomies par l'école de Jules Ferry. Les sacrifices consentis par la glorieuse équipe du Mouloudia Club de Cherchel, dont les meilleurs sociétaires sont tombés au champ d'honneur, ne constituent-ils pas un exemple édifiant à suivre? Pour autant, la société civile ne semble pas s'avouer vainqueur. Des initiatives sont prises ça et là pour conjurer le mauvais sort et revivifier un patrimoine devenu sursitaire à l'instigation de la bêtise humaine. En d'autres termes, le coup de gueule du chanteur Baziz est loin de relever d'un simple exercice de style, d'un acte isolé. C'est à l'évidence un coup de blues inconsciemment irrigué par la démission et la mémoire ankylosée des aînés. Consciente, la société civile l'est assurément à travers des associations comme les Amis de Cherchel ou Mare Nostrum, sans oublier les sociétés de musique savante et Chabi. Ce qui m'amène, transporté que je suis par un concert à Cherchel, à avoir une pieuse pensée pour mon ami Abdelhakim Garami et à me remémorer aussi sa somptueuse Jehlt Layani, une ode à celle aux yeux de père, une chanson qui, 50 ans plus tard, soutient Noor Assari, demeure sans une rue, aussi fraîche, jeune et belle à ses débuts. Reprise par des centaines de chanteurs et de chanteuses, elle figure dans le répertoire de toutes les formations féminines d'Algérie, de Tunisie, du Maroc et même du Liban. Comme quoi, les cités authentiques et emblématiques comme Cherchel ne meurent jamais. Nous revoilà au siège de la bibliothèque municipale de Cherchel dans le cadre d'une nouvelle escale que Dzeir TV consacre à la ville de Cherchel, une ville emblématique, une ville qui a une histoire somptueuse, mais qui la dessert malheureusement à partir du moment où l'Algérien n'arrive pas à se remettre en question et prendre en charge tout son passé, tout ce passé qui a constitué donc son identité nationale. Nous abordons la fin de cette émission donc d'une manière assez intéressante, à mesure où les Cherchellois se sont quelque peu réveillés. Et donc vous remarquez sur le plateau que les livres ont été discrètement remplacés par des gâteaux, Makrot Lassel par exemple, Ziriya ou la Tcherak, donc des gâteaux qui sont d'une saveur particulièrement intéressante, qui témoignent de la citadinité d'une ville qui a beaucoup de choses à révéler donc, à ce peuple algérien. Donc avec nous ce soir pour parler de l'Arceba, cette Casbah qui est méprisée et qui est dans une situation des plus déplorables, qui a entraîné une levée de boucliers orchestrée par Kamel Bouchama dans la presse nationale. De cette partie,
dans cette partie, il sera question aussi, bien sûr, des rites et de tout ce qui fait la personnalité immatérielle de cet espace emblématique, puisque nous avons avec nous ce soir Madame Assia Hamdine, qui est présidente de l'association des Amis de Cherchel, et aussi Monsieur Firaz Ben Muqaddam de l'association Mare Nostrum, notre mer, à savoir la mer Méditerranée, donc des personnes qui représentent le mouvement associatif, des personnes qui seront accompagnées tout au long de cette dernière partie par M. Saïd Bourkhlifa, qui est, comme annoncé, conseiller au ministère du Tourisme et qui a beaucoup de choses à dire sur le tourisme dans sa ville et à travers le territoire national, puisqu'il prépare un livre qui sera consacré à la question, un livre qui va nous permettre de comprendre le pourquoi du marasme et le pourquoi d'une situation des plus anachroniques. Le bon Dieu nous a donné un espace merveilleux, nous a donné plusieurs saisons, nous a donné la mer, le désert et la neige, mais nous ne savons pas profiter de cette situation pour faire venir chez nous donc des étrangers, de manière à ce que le tourisme contribue d'une manière intéressante dans le développement économique, mais aussi pour les nationaux qui préfèrent quitter le pays pour aller donc se reposer sous d'autres cieux plus cléments. Alors, si vous le permettez, je vais commencer encore une fois par Kamel Bouchama, qui a commis donc un livre qui traite justement des traditions, des saints et de tout ce qui peut caractériser le domaine immatériel de cette ville. Kamel Bouchama. Merci beaucoup, Hakim. Cherchel, d'abord, comme ville insulaire, parce que c'en est une, comme certaines villes, comme Delles, Djidjel, L'Qol et d'autres. C'est une ville insulaire, elle ne vit que de ses traditions. Et les traditions, pour me répéter, font partie du quotidien de chaque citadin de Cherchel. Je dis citadin parce que nous avons été élevés dans cette culture, une culture ancestrale, et qui nous fait mouvoir à travers notre histoire, de par nos traditions. Ramadan arrive, c'est les traditions qui culminent. Les fêtes arrivent, c'est les traditions qui culminent. J'ai parlé de cette vie traditionnelle dans deux de mes livres. Celui de Cherchel, dans lequel j'ai réservé la deuxième partie de mon livre, qui est assez touffu d'éléments justement dans ce domaine, dans ce cadre-là. Et puis dans l'autre livre, Algérie, terre de foi et de culture, où je cite Cherchel, avec bien sûr, en parlant de Sidi Ibrahim el-Roubrini, où j'ai beaucoup parlé, et ensuite j'ai enclenché sur d'autres traditions. Alors comme je le disais, Cherchel est une ville de tradition, comme toute ville insulaire, elle ne vit que ça. Le quotidien cherchelois se confond avec les belles traditions qui sont pendant toute l'année, que ce soit en hiver, en été, pendant les fêtes, même pendant les jours sombres aussi. Donc nous vivons que de ça. Alors, pour ne pas monopoliser la discussion, parce que je pense que je suis assez bavard, j'ai trop parlé, je préfère que ce soit Madame Assia Hamdine et puis les autres qui sont là, qui vont quand même enchaîner et puis dire ce qu'il faut dire dans le cadre de ces traditions. Madame Assia Hamdine, vous êtes présidente de l'association des Amis de Cherchel. Vous appartenez donc au mouvement associatif. Il serait intéressant de connaître votre sentiment sur ce que peut apporter ce mouvement dans le cadre de la sauvegarde et de la pérennité du patrimoine culturel national. Merci pour l'invitation, Monsieur Meziani. Et puis, marhaba bikoum عندنا في Cherchel. C'est vrai que Cherchel, c'est toute une mosaïque de traditions. Hein.
Et puis, je crois qu'on n'aura pas le temps de tout dire. C'est beaucoup de... Et ce qui la différencie par rapport à d'autres villes, tout à fait, je suis d'accord que tout à fait, dans toutes les villes, il y a des traditions. Mais Cherchel a des spécificités qui sont propres à Cherchel. Hein. Et Par nous, exemple par exemple, Arf Sidi Ma'ammar, c'est un rite qui continue, heureusement, qui continue à exister à Cherchel. Nous avons la Menara. C'est-à-dire, si on a envie de se marier, c'est la meilleure adresse que nous pouvons proposer à nos téléspectateurs. Tout à fait. C'est un très beau mariage, le rite de Sidi Ma'ammar. Et puis, nous avons aussi le Menara Ta'al Mawlid Nabawi. C'est-à-dire, c'est pour vous dire que ce que nous avons de plus par rapport à d'autres villes qui ont leur tradition, hein, pour ne pas dire que c'est seulement qu'à Cherchel, nous avons de belles traditions. Hein. Et nous, en tant que mouvement associatif, nous essayons de sauvegarder ces traditions. Hein. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais nous faisons en sorte que les générations futures s'intéressent à ces traditions pour ne pas les perdre. Parce que ça fait partie de notre identité, hein. Ça fait partie de nos valeurs. Et nous faisons tout en tant que mouvement associatif pour essayer de prolonger dans tout ce qui se suit, dans ces traditions. Bon, vous me demandez, c'est le rite de Sidi Ma'ammar, c'est un mariage assez important et un très beau mariage. Heureusement que les Cherchellois continuent à le perpétuer. Ah oui, continuent. Pour tout ce qui est comme tradition, c'est vrai que M. Bouchama vient de le citer. Chaque saison, chaque jour a ses traditions à Cherchel, je dirais. Chaque jour, pour aller au bain, pour faire le grand nettoyage, à l'approche des fêtes comme l'Aïd, comme le Ramadan. Tout ça, c'est des traditions et c'est tout un rituel. Hein. Et puis sans oublier le patrimoine immatériel aussi qui est très riche par ses chansons, par ses bocalettes, par les berceuses, par plein de choses. Nous essayons c'est-à-dire de sauver un petit peu ce patrimoine pour ne pas essayer de le perdre et surtout pour les générations futures parce que ça fait partie de notre identité. Hein. Il serait anormal de laisser passer ce patrimoine, qu'il soit matériel ou bien immatériel, enfin les deux. Voilà. Merci, madame. Nous avons parmi nous ce soir aussi un autre représentant de la société civile, c'est M. Firaz Belmoukaddem. Il est membre de l'association Mare Nostrum. Notre mer, c'est la mer Méditerranée, bien sûr. Alors lui, il sait compter ses sous, c'est un économiste, donc cela ne l'empêche pas pour autant de s'impliquer dans le mouvement associatif et de nous proposer sa façon de voir pour perpétuer les traditions et en même temps pour transmettre ce patrimoine. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Tout d'abord, je vais prendre un peu une parenthèse pour vous dire comment l'association Mare Nostrum s'est créée. C'était par rapport à ce constat amer que les jeunes de Cherchel ont constaté ces dernières années. C'est la délabrement plutôt, je m'excuse, total de la ville. De l'Arceba et de... Voilà, de l'Arceba, de tout le patrimoine, comme disait Mme Hamdine, matériel et immatériel de la ville. C'est dans ce sens-là que Mare Nostrum essaye de s'inscrire dans la sauvegarde de ce patrimoine. Comment on fait? C'est en impliquant les jeunes dans cette sauvegarde. D'abord, le patrimoine naturel, puisque Mare Nostrum s'inscrit dans une politique de sauvegarde écologique, d'abord, de la nature. On propose une panoplie de sports liés à la nature, notamment tout ce qui est surf, sport de glisse, VTT, randonnée, d'une part, pour pouvoir faire découvrir cette nature, cette beauté de l'arrière-pays de Cherchel, où les plages
que compte Cherchel, ce qui reste, si on peut dire, de plage à Cherchel, notamment notre si belle et regrettée plage Mer et Soleil, Tiziline. D'autre part, nous essayons de sauvegarder, comme je disais auparavant, le patrimoine matériel de Cherchel en organisant des séminaires, des conférences. Dernièrement, on va dire il y a quelques mois de cela, nous avons organisé, en collaboration avec le ministère de la Culture, une conférence sur le palace, plutôt, le complexe palatial de Juba II. Nous avons invité le conférencier Philippe Levaux, c'est un éminent archéologue français, qui a fait toutes ses études au niveau de la ville antique de Cherchel. Par là même, nous avons sollicité l'aide et l'encouragement de M. Kamel Bouchama, qui nous a honorés par son... C'est le parrain. C'est le parrain. Non, j'aide. On essaye de travailler avec les icônes de Cherchel, puisqu'il est une des icônes les plus culminantes de Cherchel. Nous essayons de travailler et de faire revivre cette culture, ce patrimoine, pour qu'il ne soit pas perdu à jamais. Pourquoi Mare Nostrum, justement? Mare Nostrum, c'est l'appellation antique de la mer Méditerranée. Ça s'appelait Mare, c'est mer. Nostrum, en latin, c'est la nôtre. Mais ce n'est pas ça que je vise, moi. Est-ce votre souci de retourner à la mer, de regarder ailleurs, en direction de la mer cette terre de civilisation que nous avons trahie ouais, à partir du moment où nous lui donnons le dos, ouais, et ce qui a eu pour effet de nous dégrader, de faire en sorte qu'on n'existe plus? Ou est-ce une autre raison? C'est pour cela que j'ai posé la question. Ça va dans le sens où notre mer, ça crée une certaine, comment dirais-je, une jalousie pour ce patrimoine maritime. Parce que Cherchel, c'est déjà le port phénicien, romain, par la suite turc et byzantin et tout ça. Donc nous essayons de faire Mais pourquoi vous passez aux Turcs directement des Romains? Mais entre-temps, il y a eu les Ianides. Bien sûr. C'était pour faire... oui. Il en est fier, il faut en parler. Non, parce oui, que c'est sûr. très important, Bien parce sûr. qu'on a tendance à ne parler que des envahisseurs. On ne Oui. parle jamais des dynasties arabo-berbères qui ont régné Oui. dans ce pays. Je pose le problème ainsi d'une manière crue parce que C'est vrai. basta. Et Alors, Cherchel, en parlant de basta, a oui. connu une période florissante du temps des Ianides. Pour que l'on Voilà. sache, les Ianides, quand ils étaient installés quand la capitale était à Tlemcen, donc Cherchel était très très florissante. Mais ce qu'il voulait dire, M. Ziani, quand il a posé la question, est-ce que nous avons tourné le dos à la mer? Effectivement, Oui. effectivement, du temps des Romains, du temps de nos ancêtres, les Berbères, qui vivaient pendant la colonisation romaine. Ils travaillaient avec la mer. Oui. Et d'autres dynasties qui sont venues travailler avec la mer. Bien sûr. Or, il se fait que, peu après, nous, les autochtones d'aujourd'hui, nous avons tourné le dos à la mer. Oui. Nous avons tourné le dos à la mer, alors que la mer, l'eau, c'est toujours une matière de grande civilisation. Oui. Et les civilisations sont nées là où il y a eu des cours d'eau. Bien Et sûr. nous avons tourné le dos à la mer. C'est ça. C'est la question de M. Ziani. Alors que notre devenir dépendait de la mer, Oui. des produits que pouvait proposer la mer, aujourd'hui, nous dépendons du désert. Justement, À partir du moment où la seule ressource qui permet à ce peuple de tenir encore, c'est le pétrole. Ouais. Donc c'est pour cela que la question a été posée. Justement, dans ce sens, Mare Nostrum essaye de sensibiliser les acteurs de l'activité de pêche, notamment à travers des conférences. Nous avons organisé une projection suivie des débats avec le professeur Nouar, natif de Cherchel, professeur à l'université de Bab-Zouab, océanographe, pour essayer de sensibiliser les pêcheurs à l'effet de protéger cette faune, même la faune et la flore. En utilisant des explosifs sous-marins, ils ont détruit toute la vie sous-marine. On le ressent aujourd'hui carrément dans le produit fétiche des Cherchelois, c'est la sardine. La sardine coûtait, il y a 10 ans de cela, 50 dinars. Actuellement, si on peut la payer à 500 dinars, c'est déjà un luxe. Facilement.
Alors Donc, moi, je voudrais poser la Ouais. question à M. Saïd Bourtifa, qui est donc, je le rappelle, conseiller au ministère du Tourisme, et qui va nous proposer dans peu de temps un ouvrage sur un état des lieux du tourisme en Algérie. Moi, je voudrais poser la question de savoir si le ministère, si les appareils idéologiques d'État en général arrivent à articuler leurs actions en s'arrimant au mouvement associatif. Parce qu'il y a des jeunes, en fait dans ce pays on ne parle que des jeunes qui cassent, qui mettent le feu aux pneus, qui détruisent, mais on ne parle jamais des jeunes qui créent, des jeunes qui militent, des jeunes qui activent. Alors que fait-on pour ces jeunes-là, pour ces associations qui ont à cœur justement la sauvegarde du patrimoine et la défense des acquis, qu'ils soient matériels ou immatériels, d'une ville donnée? Très bonne question et elle est pertinente en même temps. Effectivement, ce mouvement associatif des jeunes, que ce soit les offices locaux de tourisme et Cherchel, possède depuis l'indépendance un syndicat d'initiative du tourisme qui s'est transformé en office local de tourisme. Et en parallèle, il y a des associations comme celle que préside Madame Hamdine, les amis de Cherchel et Mare Nostrum. En toute sincérité, elles ne sont pas suffisamment soutenues. C'est des bénévoles. Il faut préciser que les associations activent bénévolement. Les offices locaux activent bénévolement. Ils prennent sur leur temps et des fois sur leur argent. C'est la passion de servir leur ville, de la faire connaître et de la défendre devant la détérioration et pour protéger tout ce qu'ils peuvent protéger par leur action, leur sensibilisation, etc. De maigres budgets sont octroyés par, entre autres, le ministère du Tourisme, qui sont pratiquement insignifiants, qui sont de l'ordre de 200 000 dinars par année. C'est selon, oui. Selon, ce qui fait, c'est largement suffisant. Et il y a un autre écueil pour ces associations, et je le dis sans qu'ils le disent, ils ne sont pas écoutés. Il n'y a pas un feedback. Il faut un travail de terrain, mais quand il arrive au niveau de hautes sphères, il n'y a pas de feedback. Nous sommes une société autiste, en d'autres termes. Autiste, tout à fait. On parle d'éthique, technique, de l'information et de la communication, etc. L'éthique... Il y a même de la suffisance, ça. Tout à fait. Même de la suffisance. Oui. Alors que si on veut développer le tourisme ou la culture, il faut écouter la base. C'est les échos de la base. Il faut s'appuyer sur la société la base, civile. la société civile. C'est elle qui est active. Maintenant, vous me renvoyez justement aux années 70. D'abord, vous m'avez posé une question primordiale et très importante. Quelle stratégie l'État a opté? 1966, l'Algérie, 4 années après l'indépendance, dégage une charte du tourisme. Cette charte stipule qu'il faut construire des hôtels pour le tourisme interne, les nationaux, et pour le tourisme réceptif des étrangers. D'où les fameux hôtels de Fernand Pouillon, construits sous la férule de Abdelaziz Bahawi, grand ministre par la taille et par le talent, qui a duré de 65 à 77, et nous avons construit tous les complexes balnéaires et les hôtels également du Sud pour faire les fameux circuits de la boucle des oasis de la Saoura. 1980, une autre charte du tourisme élaborée sous l'égide du comité central du FLN en mai 80, qui avait décidé, dans l'ordre du jour, développement du tourisme domestique en faveur des nationaux essentiellement et mettre en veilleuse le tourisme international. C'est resté au stade des vœux pieux. Quand on décide de développer le tourisme interne, il faut des structures légères. Il y a eu 8 terrains de camping gérés par le Touring Club. Ils ont pris en charge plusieurs familles pendant 3 ou 4 années. Chaque terrain de camping, notamment celui de Chinois, Ouad El Bella, etc., 1000 personnes, avec équipés de cuisiniers, de coins cuisine, coins sanitaires, etc. Mais après, ces 3 ou 4 années après, les communes se sont réappropriées ces terrains de camping qui sont tombés en désuétude. C'est la clochardisation. La clochardisation. Bon. Et en même temps, nous avons négligé les touristes étrangers parce qu'on a décidé de nous occuper. Finalement, ni l'un ni l'autre. Et nous payons cette erreur stratégique
depuis 80. L'indifférence s'est installée, et quand l'indifférence s'installe, c'est le début de l'échec. On a eu cette décennie tragique, mais avant la décennie, il y avait l'indifférence, le laxisme des collectivités locales, et il n'y avait pas une politique touristique très claire. On naviguait à vue. Moi, j'ai vécu cette période-là. Ensuite, après la calmie qui est revenue au pays, 2008, il y a les Assises nationales du tourisme qui ont vraiment dégagé un schéma directeur d'aménagement touristique, une politique de développement jusqu'à l'horizon 2030, le temps d'une génération. Effectivement, le temps d'une génération pour la former, pour l'éduquer, pour lui inculquer une culture touristique qu'on avait dans les années 70. L'Algérie, dans les années 70, avait appris à faire du tourisme, à bien recevoir, à bien servir et à maîtriser les notions d'hygiène. Ensuite, pendant 20 années, l'Algérie a désappris à faire du tourisme. On ne savait plus recevoir, ni sourire, etc. Oui. La vie d'un peuple ne peut pas être une chose et son tourisme autre chose. La déliquescence s'installant, comment expliquer que le Qseba, qu'un repère historique et civilisationnel, soit victime d'un mépris des plus castrateurs? Alors moi, j'aimerais bien savoir ce que font les associations ici à Cherchell pour, comment dirais-je, arracher l'Aqseba à la conspiration du silence qui semble l'emprisonner, à l'image de toutes les autres médinas de ce pays. Alors, que faites-vous exactement pour pouvoir conjurer le sort et en même temps faire voler en éclats ces turpitudes qui font que l'être humain soit réduit à sa plus simple expression? Vous savez, M. Mziane, Ain Qseba, comme on l'appelle chez nous, c'est la fierté de Cherchell. Hein. C'est la grande fierté de Cherchell. C'est le bain, c'est le boulanger, c'est le cordonnier, c'est le coiffeur, c'est la couturière, c'est le tailleur. C'est ça, Ain Qseba. Vous voulez dire par là que vous n'avez pas droit à une fierté? Non. J'espère qu'un jour, on rend à César ce qu'il appartient à César. Ça veut dire ses valeurs et à Cherchell, l'identité de Cherchell. Et j'espère qu'un jour, on va le rendre. Inch'Allah. Inch'Allah. Parce que ça a été, c'est vrai, mais la période des années noires, c'est là où Ain Qseba a été complètement défiguré, hein, je vous le dis. C'est dans les années noires. Tout le monde faisait n'importe quoi. Ne pensez-vous pas que c'est depuis l'indépendance? Pas autant, non. Depuis que la citadinité a été mise en cage? Non. Ain Qseba قعدت الناس هان. Je vous le dis, écoutez, moi je suis native de Cherchell, j'habite juste فوق Ain Qseba. Ain Qseba قعدت. C'est après, c'est dans les années noires. Parce qu'il ne faut pas oublier que Ain Qseba est classé patrimoine. Et les gens ont trouvé le moyen de casser, de faire des bâtisses qui n'ont rien à voir avec, les sites qui existaient. Et tout le monde faisait n'importe quoi. Voilà. Tout le monde. Voilà. Mais c'était les années noires. Hein. C'était les années noires. Et là, vous pouvez vous renseigner. Non, vous me rassurez lorsque vous dites les années noires, parce que pour moi, ne se limite pas à une décennie. Oui. C'est Ibn Mukhaddam. Justement, dans ce sens, Mare Nostrum compte parmi ces sections, puisqu'elle compte à peu près 7 sections qui activent, notamment dans le sport, dans la culture, la section patrimoine. C'est à travers ça qu'on compte organiser des opérations, si on peut les appeler coups de poing. Que vous comptez prochainement. Ça veut dire que vous n'agissez pas encore. Non, c'est dans nos programmes. Il y a une section, il y a des jeunes qui travaillent, des architectes, des archéologues, puisqu'on compte parmi nous 4 architectes dans le bureau, 3 archéologues. D'ailleurs, le fils de M. Ben Salah Abdelkader, Nazim Ben Salah, qui est à la tête de cette section, patrimoine. On compte faire, dans un premier temps, faire visiter Ain Qseba aux gens de Cherchell d'abord. Parce que tout le monde connaît Ain Qseba, mais presque, je dirais, aucun jeune ne connaît vraiment Ain Qseba. C'est quoi les valeurs d'Ain Qseba? Comment elle était organisée? Vous connaissez Ibn Hazm? Évidemment. L'Andalousi, qui est un grand mystique. Ouais. Il vous dira que votre ennemi, c'est celui qui se trouve parmi vous. Parmi vous. Oui. Tout à fait. OK.
Alors, je pense que les ennemis de Ain al-Qseba, les ennemis de la Kasbah, des Médinas de ce pays, ce sont les citadins bien eux-mêmes. sûr, bien sûr. Ils ont une Bien grande sûr. part de responsabilité de Moualiha. par leur démission. Oui, Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est le premier rôle que doit, comment dirais-je, chaque association doit sensibiliser, doit impliquer la population. Parce qu'il y a eu pendant des années, depuis, on ne va pas tout mettre dans le sac des années noires, mais comme vous l'avez bien précisé, depuis 62, depuis l'indépendance de l'Algérie, il y a eu un laxisme total. Une démission des citoyens, notamment je parle de ma ville, c'est malheureux de le dire, mais c'est une réalité très amère, c'est un constat. Une démission totale des citoyens de Cherchell. Ils se disent, ah, tout le monde, c'est l'envahissement, c'est la perte des valeurs, c'est la perte des principes. Par Mais qui est moment, c'est coupable? Belkhair, l'envahisseur. Justement. Parce qu'il y a des ruraux qui se sont citadinisés Ouais. et ils ont mieux agi, ils ont Bien mieux sûr. construit que les Bien gens sûr. de souche. Mais actuellement, nous avons, heureusement, Dieu merci, alhamdoulilah, des jeunes qui s'activent dans ce sens et qui veulent impliquer toute la population. D'ailleurs, à travers nos opérations de nettoyage des plages ou du cimetière de Cherchell, nous avons vu que la population en a marre, mais veut faire quelque chose. Mais comment le faire, elle ne le sait pas. C'est le rôle des associations, des collectivités locales surtout, d'accompagner ce mouvement, cet élan, pour qu'il puisse y aller, si on peut dire loin, Inch'Allah, mais pas en espérant, c'est en activant. Parce que, comme disait Gandhi, quoi qu'on fasse dans cette vie est insignifiant. Mais il est très important de le faire parce que personne ne le fera à notre place. Tout à fait. C'est ça. C'est se lamenter sur son sort, c'est accuser l'autre. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour ta vie, ne serait-ce pas pour ton pays? Commençons par notre ville. Tout le monde s'accuse, mais que fait-on? Kamal Bouchama. Oui, moi je suis très content d'entendre parler les jeunes yani, dans ce cadre-là et de dire franchement que nous sommes aussi responsables. C'est ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Nous sommes responsables parce que jeter le discrédit, l'anathème sur des responsables, je ne me sens pas visé, mais pas du tout. Moi, j'étais toujours critique dans mon débat, j'étais critique. Critique dans le sens positif, ça veut dire que je veux toujours démontrer qu'il y a quelque chose à faire et donc nous avons fauté. D'ailleurs, dernièrement, pour ce qui est de Cherchell, je ne sais pas, je t'ai envoyé, je suis envoyé dans un de mes articles, Cherchell converti à la laideur. Voilà. Ça n'a pas plu à un certain niveau, mais parce que j'ai dit, nous sommes tous responsables. Voilà. Je le dis, franchement, du président de la République jusqu'au plus petit citoyen, parce que nous avons quelque part péché par notre silence. Qui a péché par son silence? Nous, les citoyens. Oui. Qui a péché par son inactivité? Qui a péché par son manque de perspicacité? Et qui a péché par son mépris et son indifférence, comme tu le dis. Alors donc, moi je pense, et pour positiver le débat et pour arriver à la fin, puisque nous arrivons à la fin, je dis tout simplement qu'il faudrait qu'il y ait un déclic au niveau de cette population de Cherchell, comme au niveau de l'ensemble de notre population en Algérie. Parce que le délabrement est général. Le délabrement se conjugue au niveau national. Se conjugue au niveau national. Alors, dernièrement, pour ne pas toujours, pour laisser peut-être la parole à ceux qui doivent la prendre, dernièrement, j'ai fait un long article qui a été partagé par sa longueur, il a été partagé en 3 parties. Il est sorti dans un quotidien national, et j'ai parlé de cette situation du monde arabe, et j'ai dit, mais enfin, pourquoi doit-on chaque fois diaboliser ces Yankees, cet oncle Sam, ces Américains, ces Français, alors qu'eux, ils ont un programme pour nous détruire. Et nous, quel est notre programme? Alors à la fin, j'arrive pour dire ceci. Messieurs, il faudrait qu'il y ait dans nos pays, il faudrait qu'il y ait dans cette ville, puisque nous sommes à Cherchell, il faudrait qu'il y ait une sérieuse révolution. Des programmes intelligents, des programmes concrets qui puissent nous donner, à l'avenir ce que nous sommes en train de souhaiter tous, c'est-à-dire le bonheur, la sérénité et tout. Alors pour Cherchell, c'est vrai, Yanni. Tout à l'heure, on parlait de la petite Kasbah. Et c'est nous. Il y a des gens qui ont construit des bunkers insolents. Des bunkers insolents avec
c'est sûr, il y a la complicité de nous, quoi, enfin des responsables. Devant un style mauresque ou néo-mauresque, il y a quelque chose, comme je disais, des choses d'insolent. Oui. Des choses d'insolent. Qui n'ont rien Alors, à voir. Oui. elle se dégrade, elle tombe pierre par pierre. Il y a dans cette casbah, dans cette petite casbah, Aïn Qsayba, il y a quoi? Et là, vous me permettez, je m'adresse aux chercheurs. Il y a quoi? Il y a cette fameuse école où nous avons tous été. Oui. Nous avons tous appris. Rachidia. Rachidia. Cette école où nous sommes tous sortis, nous avons été des cadres. Où il y avait des hommes illustres qui étaient là. Cheikh Hirsch, a commencé par Cheikh Hirsch, Cheikh Ali Chentir, Cheikh Bouanani, Cheikh Djilani, Cheikh Ferraz, Mohamed Salah Ferraz, Cheikh Djilani de Ouatsouf. Ils étaient tous là, ils nous ont appris les rudiments du nationalisme, du militantisme, de la langue arabe. Et de là, nous, bien sûr, toute une génération est partie au lycée franco-musulman. À partir de là, il faut la voir. Il faut la voir, c'est des décombres. C'est des décombres. Et chaque fois, on nous dit, bon, mais enfin, c'est l'Amérique qui l'a prise. Ensuite, ça va devenir une madrasa Qur'aniya. Et par la suite, on ne s'est pas entendu. Qui l'apprend? Est-ce que c'est la mosquée Masjid al-Rahman? Est-ce que c'est Masjid Jonsiki? Est-ce que Kada? Est-ce que la mairie? Bon, c'est un imbroglio où on ne trouve pas le khit. Je parlais de révolution. Ce n'est pas un appel au crime, ce n'est pas un appel à la violence. J'ai dit des programmes intelligents, des programmes rationnels, et que cette révolution, une fois pour toutes, doit être dirigée par qui? Par les élites. Oui. Par les élites, par les élites. Comme disait المتنبي أليس كمثل العلم للمال حافظ أليس كمثل الجهل للمال طامس وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل في الحكيم. Ce qu'a oublié de dire Kamal Bouchama, c'est que cette école Rachidia a donné de nombreux médersiens. Absolument. Oui. Une élite bilingue qui a permis donc à l'Algérie de jouer un rôle très important. C'est une élite qui honore et qui a fait l'objet d'un hommage appuyé de la part de notre ami Noura Sari, qui, dans un livre magistral autobiographique, a reconstitué l'univers cherchellois, les senteurs de la ville, tout ce qui pouvait caractériser le beau, tout ce qui pouvait permettre à l'être humain de transcender la réalité, la dure réalité que s'impose dans une sorte d'autoflagellation tout un peuple, alors que ce peuple mérite mieux, alors que ce peuple mérite de se prendre en charge, de se remettre en question pour devenir le moteur de l'histoire de l'Algérie. Madame, mademoiselle, monsieur, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable fin de soirée, non sans avoir au passage remercier les invités de ce soir qui sont, je le rappelle, Kamal Bouchama, بالمقدم Firaz, Saïd Boukhlifa, Madame Assia Hamdine, Monsieur Abdelrahman Khalifa et enfin Abdelkader Ben Salah. Je profite de cette occasion pour remercier le président de l'APC et la responsable de la bibliothèque municipale qui ont permis à Zaïr TV donc de réaliser ce nouveau numéro de votre émission Escale méditerranéenne qui vous retrouvera dans 14 jours, un samedi à 21h. Avec votre permission, je tiens à remercier l'artiste peintre Abdelrahman Barti qui nous a accompagnés ce soir, croquant avec délectation donc les traits de notre invité Kamal Bouchama. Je l'invite donc à lui remettre son œuvre de manière à ce que Kamal puisse apprécier les traits nouveaux tels que restitués par l'artiste peintre. Merci. Merci. Ça, c'est une bonne tradition de Cherchel.
c'est la fidélité amicale, sincère. Merci beaucoup. Et bien sûr, mes remerciements vont à l'ensemble Qessaïria, donc de Cherchel, qui nous a accompagnés ce soir, qui nous a réconciliés avec nous-mêmes, avec à sa tête donc Djabir Robrini, plus exactement, un des descendants de Sidi Ibrahim El-Robrini, le saint homme de la ville de Cherchel. Je nous laisse donc transporter par ces fragments de nos Andalousies perdues, avec l'espoir de vous retrouver donc dans 14 jours dans le cadre d'une nouvelle escale de votre émission Escale méditerranéenne. Au revoir. رشيق القلب يا ما حلا طريق الشاي تيلقني لأن حبك تملكني سماء